Et si la mer Baltique, jadis paisible, devenait le théâtre d'un affrontement décisif pour le commerce mondial? Face à la montée des tensions, un mot circule désormais dans les cercles économiques russes: piraterie. C'est Alexandre Chohin, figure majeure du patronat russe, qui a frappé fort. Selon lui, les scénarios discutés par l'OTAN sur un blocus de la Baltique s'apparentent ni plus ni moins à du banditisme en mer, à de la piraterie pure et simple. Un ton inédit, surtout dans la bouche d'un homme d'affaires habitué au langage feutré des investissements et des classements économiques. Ce changement de vocabulaire trahit l'inquiétude croissante du monde des affaires russe. La simple évocation d'un blocus n'est plus un fantasme de stratège. Elle est devenue une menace concrète, discutée ouvertement dans les couloirs de l'OTAN, dans des groupes de travail, voire au sein de commissions parlementaires de pays membres. Avec l'adhésion surprise de la Finlande en 2023 puis de la Suède en 2024, l'ensemble du littoral baltique, jadis partagé entre l'OTAN et des nations neutres, est aujourd'hui presque entièrement sous contrôle occidental. Résultat, la Russie, pour sortir ses marchandises, pétrole, engrais, céréales, métaux, dépend désormais de 2 corridors maritimes extrêmement vulnérables, coincés entre des alliés du bloc atlantique. Pour Moscou, le risque est immense: perte d'accès aux marchés mondiaux, interruption des exportations vitales et bouleversement complet de la logistique. Alors que les projecteurs sont braqués sur cette nouvelle guerre des mers, une question se pose. Comment la situation a-t-elle basculé si vite? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à l'évolution géopolitique de la Baltique ces 5 dernières années. Comment la Baltique, longtemps région de stabilité, est-elle devenue un point névralgique? Il y a à peine une décennie, la mer Baltique était encore perçue comme une zone de calme stratégique. Une sorte de frontière tranquille entre l'Est et l'Ouest, où la neutralité historique de la Finlande et de la Suède garantissait, en quelque sorte, un équilibre. Pour la Russie, la Baltique était surtout une artère commerciale vitale, le passage obligé pour ses exportations d'énergie, de métaux, de céréales et d'engrais, des produits qui, ensemble, forment le socle de son commerce extérieur et alimentent une bonne part de l'économie européenne. Mais tout a changé récemment. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé la donne. On a vu la Finlande et la Suède renoncer à leur neutralité et demander à rejoindre l'OTAN, un véritable séisme géopolitique. Avec leur adhésion, l'Alliance Atlantique contrôle désormais la quasi-totalité du littoral baltique. Résultat, les ports russes se retrouvent isolés, pris en étau entre les rivages de l'OTAN. 2 seuls accès subsistent pour la Russie: le port de Saint-Pétersbourg, au fond du golfe de Finlande, littéralement coincé entre l'Estonie et la Finlande, et l'enclave de Kaliningrad, séparée du reste du territoire russe et encerclée par la Pologne et la Lituanie, tous 2 membres de l'OTAN. Sur le plan commercial, les enjeux sont énormes. Près de la moitié des exportations maritimes russes transitent par la Baltique: pétrole, gaz, charbon, mais aussi des métaux, du blé, des engrais minéraux. Autant de ressources stratégiques dont dépend non seulement la Russie, mais aussi, en partie, l'Europe. Or, ce fragile écosystème est désormais menacé. Plusieurs capitales occidentales évoquent ouvertement des scénarios de contrôle accru du trafic maritime russe. On parle de renforcer les inspections, de bloquer certains cargos sous prétexte de vérification des sanctions, voire de limiter l'accès aux détroits danois, ces fameux passages du Grand Belt, du Petit Belt ou de l'Øresund, qui relient la Baltique à la mer du Nord. Ce ne sont plus de simples supputations ou des propos de militaires à la retraite. Selon des sources concordantes, des mesures très concrètes sont discutées au sein des états-majors et des comités parlementaires de l'OTAN. L'idée? Appliquer une forme de blocus commercial, sous couvert de respect des sanctions, qui fonctionnerait de fait comme une rupture des flux russes. Un tel scénario aurait des conséquences explosives. La Russie serait coupée de son principal débouché maritime à l'ouest, tandis que l'Europe risquerait de voir ses approvisionnements en matières premières stratégiques bouleversés, voire interrompus. Et pourtant, derrière ces bouleversements, des discussions bien réelles sur le contrôle militaire et juridique des échanges russes s'organisent déjà dans les couloirs des institutions occidentales. Peut-on vraiment bloquer la Russie en mer Baltique sans briser le droit international?
C'est la question qui divise chancellerie, experts et marins depuis des mois. Car dans le sillage des tensions grandissantes, l'OTAN multiplie les scénarios. Inspection systématique des cargos russes, rétention arbitraire, voire interdiction pure et simple de passage. Mais où se situe la frontière entre mesures de sécurité et actes de guerre? Tout tourne autour d'un principe fondamental de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, la liberté de navigation. C'est elle qui garantit, même en temps de crise, le passage des navires marchands dans les eaux internationales et les détroits majeurs. Un blocus complet, ou même un filtrage trop zélé, pourrait être assimilé à une déclaration de guerre. D'ailleurs, la contradiction saute aux yeux. D'un côté, les capitales occidentales s'appuient sur le droit international pour dénoncer l'intervention russe en Ukraine. De l'autre, elles envisagent des actions en mer Baltique qui risquent fort de violer ce même droit. Cette ambiguïté fragilise la position morale et juridique de l'Occident, tout en ouvrant la porte à des précédents dangereux pour le commerce mondial. Regardons ce qui s'est passé récemment avec l'embargo pétrolier européen de 2022, présenté comme la grande arme économique contre Moscou. Sur le papier, il promettait un coup d'arrêt net aux revenus russes. Mais la réalité a été bien plus nuancée. De multiples exceptions, des périodes de transition à rallonge et une dépendance persistante des marchés européens au brut russe. Résultat ? L'impact a été amorti, la Russie a su rediriger une partie de son pétrole et l'Union européenne s'est retrouvée confrontée à la hausse des prix de l'énergie. Ce précédent montre à quel point la gestion des sanctions maritimes est complexe, risquée et parfois contre-productive. Et ce n'est pas tout. Les ports baltes, historiquement dépendants du transit russe, subissent déjà de plein fouet la chute du trafic. Riga, Tallinn, Klaipėda, tous voient leur activité fondre, menaçant des milliers d'emplois. Un blocus total viendrait aggraver la situation, avec des pertes économiques en cascade pour toute la région. Et si la Russie ripostait en bloquant à son tour certains flux ou en recourant à des mesures asymétriques? On entre là dans une spirale d'escalade, aussi bien militaire que juridique, dont personne ne peut prédire l'issue. Au fond, ce bras de fer dépasse la simple question russe. Envisager un blocus en mer Baltique, c'est tester la solidité des règles qui protègent tous les navires, de tous les pays. C'est aussi risquer de créer un précédent. Si demain on bloque la Russie, qui sera le prochain? Les armateurs, assureurs et logisticiens s'inquiètent déjà. Car ce genre de mesures remet en cause la prévisibilité, donc la stabilité, du commerce maritime mondial. Face à cette impasse et à la montée des risques, Moscou ne reste pas sans réponse. Au contraire, elle accélère la mise en avant de sa carte maîtresse, le corridor arctique, qui pourrait bien rebattre toutes les cartes du commerce mondial. Voyons pourquoi ce pari prend soudain une dimension stratégique inédite. Et si l'avenir du commerce russe passait par la banquise, grâce à une supériorité technologique inattendue? Oubliez un instant le théâtre tendu de la mer Baltique. C'est au nord, sur les flots glacés de l'Arctique, que la Russie pourrait bien être en train de rebattre les cartes du commerce mondial. Commençons par un atout méconnu, mais décisif, Mourmansk. Ce port russe, blotti au nord du cercle polaire, a un avantage unique dans la région. Il ne gèle jamais. Même au cœur de l'hiver arctique, les cargos peuvent y accoster et repartir, 365 jours par an. C'est une porte d'entrée stratégique, connectée directement à la route maritime du Nord. Cette route, longtemps considérée comme impraticable, est en train de devenir un corridor majeur pour la Russie. Pourquoi? Parce que Moscou dispose d'un arsenal logistique inégalé. 34 brise-glaces, dont plusieurs à propulsion nucléaire. À titre de comparaison, l'ensemble des pays de l'OTAN n'en possède qu'une dizaine, et aucun n'est nucléaire. Résultat, la Russie contrôle seule l'accès, la sécurité et la logistique de cette autoroute glacée. Mais ce n'est pas tout. Avec le réchauffement climatique, la saison de navigation arctique s'étire chaque année un peu plus. Moins de glace, c'est plus de fenêtres de passage pour les navires, et donc une croissance explosive du trafic. En 2025, la Russie prévoit de battre un nouveau record. 40 millions de tonnes de fret devraient transiter par la route du Nord, contre seulement une fraction de ce volume il y a 10 ans.
Cette dynamique n'est pas un feu de paille. La croissance est régulière, portée par une demande internationale grandissante. Et le temps, c'est de l'argent. Prenez un porte-conteneurs entre Shanghai et Rotterdam. Par Suez, il met en moyenne 35 jours pour relier ces deux géants économiques. Par la route maritime du Nord, à peine 20 jours. 2 semaines de gagné, c'est une économie colossale sur le carburant, les assurances, les frais portuaires, des coûts qui pèsent lourd dans la balance du commerce mondial. Ce n'est donc pas surprenant de voir la Chine, l'Inde ou encore les pays de l'ASEAN investir massivement dans l'infrastructure portuaire et logistique arctique. La Chine, par exemple, multiplie les participations dans des terminaux ou des sociétés opérant sur la route du Nord. L'Inde, de son côté, affiche un intérêt croissant, cherchant à sécuriser des alternatives fiables aux routes traditionnelles, souvent saturées ou vulnérables. Et la vulnérabilité, parlons-en. Souvenez-vous du blocage spectaculaire de l'Ever Given dans le canal de Suez en 2021. En 6 jours d'immobilisation, près de 10 milliards de dollars de pertes pour le commerce mondial. Cet incident a été un électrochoc. Il a révélé à quel point les routes classiques sont sensibles au moindre incident, et combien il est urgent de diversifier les corridors maritimes. Depuis, l'Arctique n'est plus un fantasme d'ingénieurs, mais un projet industriel courtisé par les plus grandes puissances économiques. Ce basculement ne se fait pas sans conséquences. D'un côté, la Russie se forge une position de passage incontournable pour l'Asie et l'Europe du Nord, renforçant sa résilience face aux tentatives d'isolement occidental. De l'autre, les ports baltes, Riga, Tallinn, Klaipėda, perdent déjà le prix fort. Depuis 2022, ils ont perdu entre 40 et 60% de leur trafic russe, mettant à rude épreuve leur modèle économique historiquement centré sur le transit. Un blocus complet de la mer Baltique, s'il devait advenir, aggraverait encore la situation, menaçant la viabilité de l'ensemble des ports de la région et faisant grimper les primes d'assurance pour tous les armateurs, quelle que soit la nationalité de leur navire. En résumé, l'Arctique s'affirme comme le joker russe dans la grande partie du commerce maritime international. Mais cette redistribution des cartes pose de nouveaux défis, aussi bien pour Moscou que pour ses rivaux européens, car déplacer les flux, c'est aussi déplacer les risques, les profits et les incertitudes. Mais une telle réorientation n'est pas sans conséquences, ni pour la Russie, ni pour ses concurrents européens. Le blocus punirait-il plus ses initiateurs que sa cible? Regardons les chiffres. Depuis 2022, les ports de Riga, Tallinn ou Klaipėda, historiquement dépendants du transit russe, ont vu fondre leur activité, 40 à 60% de flux russes en moins. À Riga, c'est toute une économie qui se retrouve fragilisée, avec des emplois menacés et des investissements en berne. Cette situation n'est pas propre à la Lettonie. Tallinn et Klaipėda subissent le même revers. Si l'OTAN et l'Union européenne passèrent du durcissement à un blocus pur et simple, l'impact serait encore plus dévastateur pour ces ports, risquant de tarir les derniers flux restants et de dégrader durablement l'attractivité logistique de la région. Mais il n'y a pas que les ports qui trinquent. La hausse des primes d'assurance maritime, conséquence directe du climat d'incertitude et des tensions, concerne tous les acteurs du transport, pas uniquement les navires russes. Le coût du risque s'envole pour tous. Que l'on transporte du gaz, des conteneurs ou des denrées, traverser la Baltique devient plus cher. Ce renchérissement touche aussi bien les importateurs européens que les exportateurs mondiaux, sapant au passage la compétitivité des économies locales. En face, la Russie se prépare depuis des années à cette donne. Elle s'appuie sur l'Arctique, jadis considéré simple plan B, aujourd'hui en train de s'imposer comme un véritable axe stratégique. La différence est de taille. Moscou possède déjà la flotte de brise-glace la plus puissante au monde, des ports adaptés et le soutien grandissant de partenaires asiatiques. Le corridor arctique, ce n'est plus un projet sur PowerPoint. C'est 40 millions de tonnes de marchandises transportées en 2023, 34 brise-glaces opérationnelles, des infrastructures qui s'étoffent d'année en année. Le réchauffement climatique n'est pas qu'un sujet de conférence. Il allonge la saison de navigation, déjà passée de 2 à 3 mois à 5 à 6 mois sur certaines routes, et les experts estiment qu'on pourrait atteindre un passage quasi permanent d'ici à 2030. À l'inverse, l'OTAN et l'Union européenne n'ont ni la flotte ni les infrastructures
pour concurrencer à court terme ce corridor nordique. Si la Russie perd, certes, sa voie traditionnelle en mer Baltique, elle accélère une transition déjà planifiée vers l'Arctique et l'Asie. Ce n'est pas sans coût pour elle. Toute restructuration logistique demande des investissements, du temps et une adaptation des chaînes d'approvisionnement, mais l'alternative existe et fonctionne déjà. Le vrai paradoxe, c'est que le blocus, loin d'affaiblir la Russie comme escompté, risque surtout de priver les Européens d'une place de choix dans les échanges eurasiatiques, de fragiliser leurs propres ports et de faire grimper les prix pour les consommateurs du continent. L'Europe s'expose ainsi à une forme d'auto-sabotage, creusant l'écart logistique et stratégique avec la Russie et accélérant le découplage qui, à terme, pourrait la marginaliser dans la nouvelle carte mondiale du commerce. Dans ce contexte, l'avenir de la Baltique et de l'Arctique devient le baromètre de la recomposition des échanges mondiaux. Le véritable choc n'est peut-être pas celui que l'on croit. Depuis des mois, l'attention se focalise sur la Baltique. Menaces de blocus, accusations de piraterie, débats enflammés sur le respect du droit international. Pourtant, pendant que l'on s'agite autour des scénarios les plus spectaculaires, la réalité du commerce mondial évolue, presque silencieusement, là où on l'attendait le moins, dans le Grand Nord. Ce que révèlent les chiffres, c'est qu'avec 40 millions de tonnes de marchandises acheminées l'an dernier via la route maritime du Nord, la Russie ne se contente pas d'esquisser une alternative. Elle en pose les bases concrètes. 34 brise-glaces, des ports opérationnels, plusieurs itinéraires depuis Mourmansk. Ce n'est plus un pari sur l'avenir, mais une infrastructure déjà en place, indépendante des décisions politiques de Bruxelles ou de Washington. Certes, le réflexe serait de croire que priver la Russie de l'accès à la Baltique porterait un coup décisif à ses exportations. Mais comme le confirment les représentants du monde des affaires russes, cette menace n'est pas le couperet que l'on imagine. Bien sûr, réorienter des flux commerciaux n'a rien d'anodin et la transition ne serait ni simple ni indolore. Mais la capacité d'adaptation existe, portée par des investissements massifs dans l'Arctique et le soutien croissant d'acteurs asiatiques. L'enjeu, désormais, n'est plus de savoir si cette mutation aura lieu, mais quand et à quel rythme elle bouleversera l'équilibre mondial. Au fond, ce qui se joue dépasse le simple affrontement naval ou juridique. Ce sont les fondements mêmes du commerce international qui vacillent. Les routes maritimes deviennent des instruments de puissance, les infrastructures logistiques s'érigent en remparts économiques, et le droit maritime se transforme en champ de bataille diplomatique. Les règles du jeu, que l'on croyait gravées dans le marbre, semblent prêtes à être réécrites sous la pression des intérêts nationaux et des mutations climatiques. L'Arctique, longtemps considéré comme une marge glacée, s'impose ainsi peu à peu comme une nouvelle artère vitale du commerce mondial. L'augmentation régulière du trafic, l'essor des investissements et l'intérêt grandissant des partenaires asiatiques témoignent d'une transformation déjà amorcée. Fermer les yeux sur ces évolutions, c'est risquer de manquer le prochain basculement économique et géopolitique, avec tout ce que cela implique pour la sécurité énergétique de l'Europe, la croissance asiatique et la résilience russe face aux sanctions occidentales. La vraie question, c'est donc, sommes-nous prêts à anticiper ce déplacement du centre de gravité du commerce maritime? Ou serons-nous, une fois de plus, spectateurs d'une révolution silencieuse qui redéfinit les rapports de force mondiaux? Dans tous les cas, une chose est certaine. Le futur du commerce international se joue désormais autant dans les détroits gelés de l'Arctique que dans les couloirs stratégiques de la Baltique. Restons attentifs à la suite, car le prochain tournant pourrait être beaucoup plus proche et bien plus décisif que ce que laissent croire les débats actuels.